Comment la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine va-t-elle changer l'Europe? Pourquoi la guerre russe ramène-t-elle l'Occident dans le siècle précédent? Comment l'armée russe détruit l'écologie de l'Ukraine, mais aussi nuit à la transition écologique nécessaire pour la survie des générations suivantes? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Jonathan Littell, écrivain franco-américain, dont le roman Les Bienveillantes, publié en 2006, a reçu le prix Goncourt et le Grand Prix du roman de l'Académie française. Jonathan est de retour à Kiev, où il va visiter, entre autres, le festival L'Arsenal du Livre. Nous nous retrouvons au centre de la capitale. Bonjour Jonathan, merci beaucoup d'avoir notre invitation. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Dans ce podcast, nous essayons de raconter l'histoire comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Nous nous retrouvons au centre de Kiev, après l'Arsenal de Livres, un grand festival qui vient d'avoir lieu à Kiev. Ma première question à vous serait toute simple. Quelles sont vos impressions aujourd'hui de la capitale ukrainienne qui est entrée dans le 16e mois de la guerre? Kiev, c'est une ville remarquable. Hier, donc, on était avec vous à l'Arsenal pour cette foire du livre. Il y avait une foule extraordinaire, il y avait un concert, il y avait des cafés, c'était tout à fait la vie normale. À part les alarmes malheureusement assez récurrentes et le couvre-feu, ce serait difficile, vu de Kiev, de dire qu'on est dans un pays en guerre. Après, évidemment, quand on parle avec les gens, c'est tout à fait une autre chose. Tout le monde a des proches, des amis, des gens de leur famille qui sont au front. Tout le monde, je suis venu en train, j'ai déjeuné dans un restaurant en Pologne avec une dame dont le fils de 23 ans était au front. Elle était évidemment mortellement inquiète pour son fils. Donc tout de suite, dès qu'on commence à discuter avec les gens et qu'on passe en dessous de la surface un peu glamour de la ville, la guerre est bien présente. Oui. Vous connaissez plusieurs pays, vous avez connu plusieurs guerres aussi menées par la Russie, notamment la guerre de la Tchétchénie, une occasion pour vous d'écrire un livre à ce sujet. En quoi est-ce que cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine est-elle différente ou elle ressemble plutôt à des guerres que vous avez connues ailleurs? Moi, je dirais que du point de vue de la manière dont les Russes mènent la guerre, elle n'est pas très différente, même pas du tout. C'est toujours la même brutalité, la même violence absolument déchaînée, la même incapacité de mener la guerre d'une manière, je dirais même pas propre, mais d'une manière efficace. C'est-à-dire que le rouleau compresseur russe peut avancer quand il détruit tout devant lui, mais ils sont par exemple incapables de prendre des villes sans les détruire. Ce qui, en termes de leurs objectifs, qui serait quand même de conquérir l'Ukraine pour eux, est un peu contre-productif. On voit les mêmes choses qu'en Tchétchénie, les opérations de nettoyage, les atchistka, les tortures, les assassinats de civils, etc., etc. La seule guerre russe que j'ai vue qui était un peu différente, c'était la guerre de Géorgie en 2008, que j'ai couverte, qui était très brève. Les combats ont duré 5 jours. Et là, les Russes ont vraiment fait un effort en Géorgie, pour des raisons qu'on peut spéculer, mais que je ne connais toujours pas bien, de montrer un peu leur visage propre, clean,
qu'ils envoyaient des unités d'élite, qui se comportaient bien, qui ne touchaient pas aux civils, qui se comportaient poliment. Ils laissaient faire le sale boulot aux Ossètes, à leurs supplétifs Ossètes. Donc ce sont les Ossètes qui, eux, sont allés dans les villages, assassiner des civils et ravager. Mais les Russes avaient voulu montrer un peu leur visage plus moderne, plus perfectionné dans cette guerre. Ça n'a évidemment pas duré longtemps, puisqu'ensuite, quand ils sont intervenus en Syrie, ils sont revenus aux bonnes vieilles méthodes, qu'ils ont même appliquées de manière scientifique, puisqu'ils ont décidé de détruire toute l'infrastructure qui rendait la vie civile possible dans les zones rebelles. Donc ils ont ciblé très délibérément les hôpitaux, les écoles, ils ont rasé la vieille ville d'Alep, ils ont rasé des quartiers entiers même de Damas, mais surtout Alep et d'autres villes. Et c'est beaucoup des officiers supérieurs qui ont mené ces opérations aériennes en Syrie, et les Wagner qui ont mené des opérations absolument terribles au sol en Syrie, qui sont maintenant déployés en Ukraine, contre les Ukrainiens, sous le Volkin, qui a un moment dirigé ici, ce que les Russes appellent l'opération spéciale contre l'Ukraine, était aussi un des commandants en chef des opérations en Syrie. Donc on retrouve tout à fait les mêmes gens. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux étaient officiers plus débutants, de grade plus bas, en Tchétchénie. Ils ont tous commencé leur carrière, tous, le commandement russe entier a commencé sa carrière en Tchétchénie, dans la Première et la Deuxième Guerre. Ils étaient capitaines, majors, lieutenant-colonel, colonel, ça dépend des uns et des autres. Donc l'expérience de la Tchétchénie, pour eux, était complètement formatrice. Et ils semblent en avoir tiré la conclusion que c'est comme ça qu'il faut faire les choses pour les faire bien. Évidemment, ça se révèle très contre-productif, parce que face à une armée non seulement extrêmement motivée, comme l'est l'armée ukrainienne, mais formée par l'OTAN, équipée de matériel de l'OTAN, et surtout formée à des techniques de commandement et de contrôle, et de logistique, et de prévisionnel, et de ce contrôle de l'espace informationnel du champ de bataille aux standards de l'OTAN, ils ne font pas du tout le poids. Il n'y a que la masse et la volonté de laisser mourir des dizaines de milliers de leurs hommes qui leur permet, comme à Bakhmout, au bout de 9 mois de combat, de prendre une ville. Mais dans des combats, je dirais à partie égale, ils sont complètement perdants face à l'armée ukrainienne. D'où la conclusion que peut-être l'issue de cette guerre pourrait être différente par rapport à des guerres que vous avez vues, notamment duquel vous avez parlé, Syrie, Tchétchénie. Est-ce qu'on a des chances que cette guerre sera la dernière guerre de Vladimir Poutine? Je suis tout à fait convaincu que non seulement l'Ukraine va gagner cette guerre, tôt ou tard, j'espère plus tôt que plus tard, mais que cette guerre sera la fin non seulement de Poutine lui-même, mais du système Poutine. Je ne pense pas que le système de Poutine va survivre à cette guerre. Il durera peut-être quelques années, avec ou sans Poutine lui-même. Mais cette guerre a lancé trop de processus centrifuges en Russie. On en a vu un très bel exemple le week-end dernier avec l'épopée Wagner, Wagnerski Bund, qui faisait très fort penser dans la cavalcade de véhicules lancés vers Moscou à un Bund du XVIIe siècle, comme celui de Pugatchov. Et donc les rappels historiques, je trouvais, étaient assez prégnants. Bund étant le mot russe pour le soulèvement ou l'insurrection. Évidemment, ça s'est vite tassé. Ils ont négocié une sortie tranquille de cette crise, mais ça a montré des fragilités, des tensions au sein du régime qui déjà ne pourront plus être masquées et qui, je pense, surtout ne pourront jamais être réparées et qui n'ont fait qu'empirer. De plus en plus de gens à Moscou se posent ouvertement la question de la succession de Poutine, du fait même de est-ce que c'est une bonne idée que Poutine se représente à la présidence en 2024, quand son mandat actuel se termine. Alors évidemment, il n'y a pas d'élection en Russie au sens où nous on l'entend, que le peuple vote pour qui on leur dit de voter. Mais par contre, Poutine, pour se représenter, doit avoir l'assentiment de l'élite. L'élite doit continuer à penser que c'est lui le meilleur pour perpétuer le système qui a été mis en place, où ils se font tous des montagnes d'argent. S'il pense qu'il est trop vieux, trop faible, qu'il n'a plus la main, qu'il ne peut plus contrôler, comme il l'a montré le week-end passé, ils peuvent très bien être tentés d'essayer de le remplacer.
Donc l'année prochaine va être une année très très délicate pour Poutine, si il n'y a pas une victoire ukrainienne d'ici là, ce qui, à mon avis, mettrait fin à son régime de manière anticipée. Oui, ça sera une année décisive, délicate, comme vous dites, et même décisive pour le régime russe, 24, mais ça sera aussi l'année importante pour l'Occident, puisqu'il y aura aussi les élections américaines à 24. Et donc, une idée qui est largement discutée ici en Ukraine, où nous nous retrouvons actuellement, est-ce que ce soutien-là, cette solidarité-là qu'on voit aujourd'hui de la part de l'Europe, mais surtout aussi en fait des États-Unis, est-ce que elle va rester aussi forte? Est-ce que vous ressentez dans votre entourage, dans les débats auxquels vous participez un peu partout, des risques qu'il y aura une certaine lassitude, une certaine fatigue de soutenir l'Ukraine, même si la cause semble être juste à tout le monde? Ce n'est pas une question de cause juste. Personne ne fait rien du tout pour une cause juste. Si les politiciens agissaient en fonction de la justice, le monde serait nettement meilleur qu'il l'est actuellement. Les politiciens n'en ont rien à foutre des centaines de migrants qui se noient dans la Méditerranée, et ce n'est pas exactement une attitude juste. Donc ce n'est pas une question de justice, c'est une question d'intérêt. L'Europe a un intérêt absolument primordial et viscéral à ce que cette guerre se termine vite et se termine avec une victoire ukrainienne, parce que Poutine les menace eux directement. Il menace les pays baltes, qui sont membres de l'OTAN et de l'Union européenne, il menace la Pologne, qui est membre de l'OTAN et de l'Union européenne, et tout le monde a très très bien compris que si les Russes prévalent en Ukraine ou parviennent à faire pourrir le conflit pendant très longtemps, cela va nuire aux intérêts politiques, stratégiques, économiques et même internes de l'Union européenne de manière extrêmement forte. Donc je pense que l'Union européenne, pour la simple raison de leurs intérêts, leur position ne changera pas. Ils continueront à trouver de l'argent, ils continueront à trouver des moyens, il y a toute une chose qui s'est mise en place maintenant pour la production de munitions accélérée, régime de guerre, et donc ça bénéficiera énormément à l'Ukraine, dans le cadre de l'OTAN et dans le cadre européen. Le soutien économique américain, évidemment, est plus fragile. Personne n'a la moindre idée de ce qui va se passer en 2024. Personne n'a la moindre idée de si Trump pourra être candidat ou pas, et s'il est candidat, est-ce qu'il peut gagner ou pas. S'il n'est pas candidat, qui va gagner? Enfin, tout ça, il y a beaucoup d'inconnus. Je dirais que si Trump saute, ce qui est tout à fait possible avec les cas judiciaires qu'il a actuellement sur son dos, et qu'on le remplace par un républicain un peu plus normal, entre guillemets, le résultat des élections ne changera pas grand-chose pour l'Ukraine. Parce que la tradition anti-russe est tout aussi forte chez les républicains qu'elle l'est chez les démocrates. Il y aura peut-être un léger moins, mais je pense que dans l'ensemble, le soutien continuera. Par contre, si Trump arrive à revenir au pouvoir, évidemment, là, all the bets are off, comme on dit en anglais. Mais c'est un cas de figure que je juge quand même assez peu probable à ce stade des choses. Oui, espérons-le. Mais à la fois, il y a la question de, vous dites que c'est de l'intérêt économique, stratégique, sécuritaire et autres de l'Europe que de soutenir l'Ukraine, mais à la fois, on constate, et ceci depuis le tout début de cette grande invasion russe, qu'il y a quand même un certain recul, un certain retard dans cette aide qui était tellement nécessaire dès le début. Les chars européens sont arrivés en Ukraine il y a quelques mois, mais ils ne sont pas arrivés ici en 1922, durant l'été 22. On négocie toujours les avions F-16 qui devraient arriver ici, mais qui ne sont toujours pas là et qui vont arriver. Mais à chaque moment, il y a un certain retard qui joue aussi sur le champ de bataille en défaveur de l'Ukraine. C'est-à-dire que le temps que les troupes ukrainiennes ont perdu en attendant les armements réclamé par le commandant-en-chef de l'armée ukrainienne Valéry Zaloujny en décembre 2022, le temps que tout ça arrive ici, la contre-offensive ukrainienne commence à prendre de l'ampleur dans les jours aujourd'hui, mais les troupes russes ont eu suffisamment de temps pour renforcer leur ligne de défense, d'où en fait la complexité de la situation sur le terrain. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a eu beaucoup d'hésitation et d'atermoiements en Europe comme aux États-Unis. Il y a une partie qui est la peur de Poutine et de la Russie. Les Européens sont évidemment tombés directement dans le piège des menaces nucléaires de Poutine. Je ne dis pas qu'elles sont vraies ou pas vraies, je n'en sais rien. Je pense personnellement que c'est un bluff. Mais en tout cas, je sais
que agiter la menace nucléaire fait partie de la doctrine stratégique russe. C'est un outil qu'ils utilisent et qu'ils déploient délibérément pour effrayer l'Occident et leur dire regardez, il y a des lignes rouges, reculez, reculez, sinon je vais me fâcher. Ça marchait mieux au début parce que maintenant on a franchi tellement de lignes rouges de Poutine et on a vu qu'il n'a rien fait que même des gens comme Macron, qui a mis très très longtemps à comprendre 2 ou 3 choses, a commencé à comprendre que beaucoup de ça, c'était du bluff et qu'on peut en fait agir, fournir des armes sans que, entre guillemets, commence la Troisième Guerre mondiale. Il y avait beaucoup d'autres facteurs. Il y avait un côté très pro-russe dans l'administration et l'établissement militaire français, par exemple. Il y avait évidemment la tradition des liens économiques très forts avec la Russie de l'Allemagne, qui a beaucoup retardé les Allemands dans leurs analyses et dans leur volonté d'avancer. De l'autre côté, il y avait les Polonais, les Baltes et les Tchèques et les autres qui ont très bien compris immédiatement de quoi il s'agissait, qui ont tiré dans ce sens au sein de l'Union européenne. Mais tout ça, je trouve, finit par s'équilibrer. C'est trop tard, enfin, c'est pas trop tard. C'est tard pour beaucoup de choses dont vous avez parlé, les chars, les avions, c'est vrai. Peut-être pour l'offensive de cette année, c'est trop tard. Mais si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Je veux dire, la guerre ne va pas se jouer sur un coup de dé à l'été 2023. Évidemment, si ça pouvait se terminer cet été avec un effondrement catastrophique des Russes, ce serait le scénario idéal pour tout le monde. Mais je pense que l'état-major ukrainien lui-même ne calcule pas là-dessus. L'état-major veut affaiblir les Russes, gagner des positions stratégiques, peut-être, dans le meilleur des cas, couper le corridor de Melitopol, le land corridor entre la Russie et la Crimée, pour être en position de force pour une campagne suivante. Une guerre se pense, se conceptualise, justement pas comme l'ont fait les Russes, qui ont envahi la Russie sur un coup de dé en pensant que ce serait fini en 3 jours et qu'on va gagner et qui n'avaient aucun plan B. Les Ukrainiens, qui sont extrêmement intelligents, qui savent faire la guerre, ont un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F, jusqu'à Z, et ils agiront en fonction des opportunités, en fonction des ouvertures. Si la résistance russe est trop forte pour l'équipement qu'ils ont cette année, ils préserveront de l'équipement pour la suite. Ils ne vont pas gaspiller leurs ressources. S'ils peuvent faire une percée, ils la feront. Donc voilà, moi je suis assez confiant dans les capacités de Zaloujny de maximiser les ressources dont il dispose actuellement. Évidemment, c'est frustrant qu'il n'y ait pas eu plus. C'est très frustrant, c'est frustrant pour tout le monde. Mais il faut voir que ce sont aussi des processus lourds. Je veux dire, l'Europe est à court de munitions, il faut les fabriquer. Mettre en place des chaînes de production massives, capables de produire des munitions au niveau requis par une guerre comme celle-ci, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois. Ce sont des processus incroyablement lourds. La formation des militaires ukrainiens sur les armes spécialisées prend du temps. Entre le moment où on dit OK pour une arme et le moment où elle est opérationnelle sur le terrain, ce n'est pas juste une question de donner l'arme, c'est une question de former les équipages, de fournir la logistique. Les Américains, par exemple, ont été un peu forcés par les Allemands à vous offrir le char Abrams, mais tous les spécialistes savent très bien que ce n'est pas une arme dont l'Ukraine a besoin. Elle est extrêmement lourde, extrêmement compliquée à gérer logistiquement. Elle utilise un fuel d'aviation absolument spécialisé, donc différent de tout le gasoil qu'utilisent les autres tanks. Il faut une logistique incroyable pour ce fuel-là, qui est très volatile, donc qui est très difficile à protéger sur le champ de bataille. Il faut des véhicules spécialisés en cas de panne pour tracter. Donc, je veux dire, un char Abrams, c'est une machine logistique autour, avec des centaines d'hommes et d'autres machines, qui va être très très lourd à mettre en place. Les Léopards, c'est beaucoup mieux pour l'Ukraine, parce que les Léopards, il y en a des milliers, c'est un tank simple. Les mêmes véhicules qui tractent un T-72 peuvent tracter un Léopard, ce n'est pas du tout le cas pour le Abrams. Donc voilà, il y a tous ces facteurs très techniques, très spécialisés qu'il faut prendre en considération, et qu'évidemment les états-majors prennent en considération, puisque c'est leur job. Donc on verra. Maintenant, avec les F-16, oui, évidemment, ça fera une grande différence. Ça permettra aux Ukrainiens
Je pense qu'ils ont surtout l'intention de l'utiliser comme plateforme d'artillerie violente. Ce n'est pas pour engager les autres avions russes dans du combat aérien, c'est pour rester loin dans les arrières et pouvoir tirer des missiles très loin derrière les lignes russes pour détruire la logistique, comme ils n'ont pas cessé de le faire depuis l'année dernière. Donc ça leur donnera plutôt une plateforme de tir longue distance de plus. C'est surtout pour ça qu'ils veulent utiliser le F-16. Vous voyez à quoi ressemble la réalité ukrainienne? On discute de choses techniques, comment utiliser F-16. Vous, écrivain, moi, journaliste, on discute de ces choses-là qu'on n'aurait peut-être pas discuté il y a 2 ou 3 ans. On aurait pu discuter de la littérature ou d'autres choses. C'est quand même très drôle de voir qu'à quel moment on devient tout spécialiste dans comment faire face à cette agression-là qui nous fait spécialistes de tranchées, nous qui ne sommes pas militaires, nous sommes des civils. Mais à la fois, vous qui, voilà, vous avez vu quand même beaucoup de choses avant que cette grande invasion russe commence ici en Ukraine. Est-ce que vous vous rappelez de vos réactions avant le 24 février? Est-ce que vous vous attendiez déjà à ce que cette agression russe qui était en place contre d'autres pays tels Géorgie, Tchétchénie, Syrie, qu'elle allait aller jusqu'à l'Europe, jusqu'à l'Ukraine? Déjà, ce qu'il faut rappeler un peu à tout le monde qui nous écoute, c'est que la guerre en Ukraine, elle dure depuis 2014. L'invasion de 2022 n'est qu'une augmentation, une extension de la première invasion russe de 2014, quand ils ont capturé la Crimée et une partie du Donbass. Et l'Ukraine, elle, est en guerre de manière permanente depuis cette date, sur des lignes qui effectivement étaient restées assez figées après 2015. Mais néanmoins, il y a eu quand même des combats très très violents tout au long de ces années. Donc ça, c'est un premier facteur. Donc, du point de vue ukrainien, ce n'était pas une guerre qui commençait, c'était une extension d'une guerre déjà existante. Après, moi, j'étais ici même pas 2 mois, 1 mois et demi avant le début de la guerre. Je passais les nouvel an avec mes amis ukrainiens. Donc, évidemment, on a beaucoup parlé de tout ça. Je trouvais tout à fait plausible que les Russes tenteraient quelque chose d'une grande envergure, mais je pensais plus à quelque chose de quand même local dans le Donbass pour peut-être finir de prendre Luhansk et Donetsk, étendre leur position. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à l'invasion totale, comme ils l'ont fait. Pour des raisons, comme tout le monde, j'ai toujours pensé que les Russes, malgré tout leur discours de surface, sont quand même des gens rationnels. Et quand on voyait ce que promettaient les Occidentaux en cas d'invasion massive, en termes de sanctions, en termes de destruction de l'économie russe, en termes de réaction, de tout ça, et quand on voyait aussi les forces de l'armée ukrainienne, on disait c'est pas raisonnable d'envahir l'Ukraine. J'ai beaucoup d'amis ici, militaires, ex-militaires, ukrainiens, qui m'ont dit cette fois, John, c'est pas 2014. S'ils viennent en 2022, on les attend, on a des armes, on a des missiles, et ils vont se prendre une veste. On va les arrêter. Et donc je me disais, oui, ils ont certainement raison, et les Russes doivent le savoir aussi, ça. Donc, visiblement, non. Visiblement, les Russes ont fait des erreurs d'analyse absolument massives, ou alors leur système est tellement faussé que ce qui remontait jusqu'au bureau de Vladimir Poutine ne reflétait pas du tout la réalité sur le terrain, ce qui a permis à Poutine de prendre cette très très mauvaise décision. Comme je l'ai écrit dans diverses tribunes, je pense que la faiblesse de l'Occident après l'invasion de la Crimée, évidemment on a mis des sanctions, mais c'était peu. On a continué à commercer avec la Russie, on a continué le business as usual, on a continué à leur acheter leur pétrole, leur gaz. On a continué à essayer de leur dire, écoutez les enfants, c'est bon, on se calme, on va continuer le business. Donc tout cet apaisement continuel de la Russie entre 2014 et 2022 a évidemment donné à Poutine l'idée que l'Occident était faible, l'Occident était désuni, l'Occident, les démocraties sont incapables de réagir fortement, c'est une idée dont il est convaincu, et que ce serait la même chose qu'en 2014, que tout le monde allait gueuler, qu'on mettrait quelques sanctions, et puis voilà, on passerait à autre chose, et que de toute façon lui il allait gagner tellement vite que ça n'aurait aucune importance. Donc, évidemment, les choses ne sont pas passées selon ce plan. Et on a aussi vu, ce que je quand même fondamentalement pensais était vrai, que les démocraties, oui, peuvent être très lentes à se mettre en branle face à des crises, parce que les processus décisionnels ne sont pas centralisés et sont longs, mais une fois que ça bascule, le système entier bascule. Et aujourd'hui, on voit l'Europe capable de faire des choses comme des achats communs de munitions qu'on n'aurait jamais pensé possible il y a 18 mois.
Et donc tout ça, évidemment, c'est les très très mauvais calculs de Poutine qui l'ont permis. Vous avez beaucoup élaboré en tant qu'écrivain la psychologie du mal, à commencer par votre roman Les Bienveillantes, c'est-à-dire comment ça fonctionne donc, du point de vue éthique. Est-ce que vous vous êtes posé la question sur comment est-ce qu'on fait ce choix éthique? Je parle maintenant de l'agresseur, des Russes, de ceux et celles qui sont dans l'armée russe, ou bien ceux qui ont des commandes d'envahir, qui ont des commandes de tuer. Voilà, comment est-ce que ça pourrait fonctionner, étant donné que nous avons longtemps considéré le peuple russe comme un peuple ukrainien, une partie de la civilisation européenne. C'est-à-dire que comment est-ce que, à votre avis, voilà, tout cela se forme? Alors, je voudrais commencer par clarifier un petit malentendu qui est qu'en fait je ne m'intéresse pas du tout à la psychologie du mal, parce que tout simplement le mal pour moi est un terme qui ne veut rien dire. C'est un terme que je considère plutôt comme un terme théologique, issu des traditions religieuses chrétiennes, le bien, le mal, Satan, le Dieu. Et si on n'est pas dans ce cadre mental de référence-là, le mot mal ne veut pas dire grand-chose. Moi, je fonctionne en termes beaucoup plus de concepts beaucoup plus proches de la sociologie, de l'anthropologie. Donc, par exemple, le concept de crime, qui est une violation de la norme, de comment les sociétés se comportent, ça, c'est un concept qui m'intéresse énormément. Donc, je me suis évidemment, depuis le début de mon travail, intéressé à la violence et à la violence de masse, et aussi au moment où la violence de masse franchit ce qu'on considère comme des normes, même dans la guerre, qu'on a toujours essayé de réguler d'une manière ou d'une autre. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et donc oui, il y a une façon très particulière que les Russes ont de faire la guerre, qui les met complètement en dehors de l'orbite européenne, qui est qu'ils ne respectent aucune norme quand ils font la guerre. Ils ne respectent pas les conventions de Genève qu'ils ont signées. Ils ne respectent pas le droit militaire et humanitaire international, dont ils sont pourtant partie prenante à tous les niveaux. Donc la Russie, comme l'Union soviétique avant elle, est un État très paradoxal qui, d'un côté, s'affiche dans toutes les institutions internationales comme un partenaire à part entière, Conseil de sécurité, etc., 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 jouant le jeu des institutions internationales, et de l'autre côté, quand ils font la guerre, s'affranchissent complètement de toutes les normes dont ils disent qu'ils font partie. Ça, c'est au niveau de l'État, au niveau du commandement. Il y a ensuite, évidemment, la bestialité du comportement des soldats russes sur le terrain, que nous avons tous pu observer ici très très directement, mais dont j'étais déjà très familier depuis la Tchétchénie. Les viols, les tortures, les massacres, les assassinats complètement arbitraires de civils, etc., etc. Je pense qu'il y a une partie de méthode, qui est une volonté du commandement de tellement terroriser la population envahie que ça les oblige à être passifs, à ne pas résister, à ne pas, par exemple, dans les territoires occupés, collaborer avec l'armée ukrainienne, envoyer des informations, voire même devenir des partisans et faire des attaques derrière les lignes et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose de complètement classique, je dirais, pour certaines armées. C'est évidemment comme ça que les nazis fonctionnaient pendant la Seconde Guerre mondiale, ici, en Ukraine et ailleurs. Je pense qu'il y a aussi une part qui est beaucoup plus liée à tout le système militaire russe, qui est un système où il y a très peu de systèmes justement pour la discipline militaire. L'armée russe, par exemple, n'a pas de ce qu'on appelle les non-commissioned officers en anglais, c'est-à-dire les officiers subalternes, les sergents, la classe des sergents, qui dans les armées occidentales servent d'intermédiaire entre les officiers supérieurs et les soldats, et qui sont eux chargés de la discipline. L'armée russe, ça n'existe pas. Donc il n'y a que la violence entre les soldats, ce qu'on appelle la dedovshchina, qui permet de garder une certaine discipline. Mais en pratique, sur le terrain, tout ça s'évapore et les soldats sont complètement livrés à eux-mêmes, avec très peu de présence proche d'officiers pour leur dire ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc le pillage fait partie complètement intégrante de ce qu'ils ont le droit de faire. Le viol fait intégralement partie de ce qu'ils ont le droit de faire. En tout cas, les officiers ferment complètement les yeux là-dessus, ce n'est pas leur problème. Et du coup, la violence voulue par le commandement est amplifiée
par la violence, je dirais, à l'initiative des soldats, qui eux veulent simplement se servir sur le dos de la bête, comme on dit, s'amuser, prendre du bon temps, se défouler. Donc tout ça est multiniveau, mais est en tout cas très certainement le signe d'un système militaire qui est complètement dysfonctionnel, complètement indiscipliné, complètement chaotique et complètement incapable de fonctionner mieux, même s'il le voulait. Mhm. Et si je vous dis le mot génocide et le comportement génocidaire, on en discute beaucoup ici en Ukraine puisque on voit certaines pratiques et on voit aussi certains textes, certaines idées qui circulent à l'intérieur de la Russie, à commencer par les textes qui ont été publiés tout au début de la grande invasion russe sur la déukrainisation par exemple de l'Ukraine. On a aussi vu pas mal de civils qui ne représentaient aucun danger et qui ont été tués uniquement pour le fait d'être ukrainien, de revendiquer une identité ukrainienne. On entend aussi le mot génocide. Est-ce que c'est... Vous direz que oui, il y a cette partie génocidaire dans le comportement de l'armée russe ici en Ukraine? Écoutez, personnellement, je n'aime pas ce débat. Je trouve que c'est un faux débat. Je trouve que c'est une distraction. Je trouve que ce que font les Russes est suffisamment atroce sans qu'on ait trop à perdre de temps avec des qualifications de cet ordre. Le mot génocide, si on le prend de manière la plus techniquement précise possible, c'est un concept juridique, légal. Il y a une définition légale. Et comme j'ai beaucoup d'amis juristes qui travaillent ici en ce moment sur la question de la qualification ou non de génocide, j'en ai beaucoup discuté avec eux, c'est un processus. Il faut des accumulations de preuves, il faut l'intention. C'est prouver l'intentionnalité. C'est quelque chose qui va prendre des années, si même jamais on arrivera à le prouver. Et pour moi, c'est pas là le problème. Je pense que, oui, la Russie, évidemment, voulait absorber et russifier l'Ukraine. Ça, c'était un de leurs objectifs. Donc on peut parler là d'un concept très flou qui est celui du génocide culturel. Je ne pense pas, personnellement, que dans les plans de l'état-major russe et de Poutine, il y avait bien sûr des listes de personnalités à éliminer, des listes extrêmement longues, des listes d'intellectuels, de journalistes, de commandants militaires, de personnalités politiques, d'avocats. Donc ils voulaient décapiter la société civile ukrainienne. Je ne pense pas qu'exterminer en masse la population ukrainienne figurait dans les plans. Comme par exemple, exterminer tous les Tutsis du Rwanda figurait dans les plans des Hutus qui ont déclenché le génocide rwandais. C'est pas tout à fait la même chose. Mais le mot génocide est chargé de tellement de charges émotionnelles de la part des victimes. C'est comme tout le monde se comporte comme si c'est pas un génocide, ça ne compte pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche dans le monde. Ce que font les Russes ici, c'est ce qui est absolument évident, ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité juridiquement est presque aussi grave que le crime de génocide. Et donc je dirais, en ce moment, au stade où on est maintenant en 2023 de la guerre, so what? Je veux dire, que les Russes aient une intentionnalité génocidaire ou pas, finalement, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils veulent envahir des énormes parties de l'Ukraine, qu'ils traitent les civils dans les zones qu'ils occupent et dans les zones qu'ils attaquent de manière absolument atroce, et qu'il faut les arrêter à tout prix, c'est tout. Et que ce soit un génocide ou pas, on verra ça plus tard si on arrive à des processus de justice internationale. Mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui, à mon avis. Oui, il faudrait les arrêter, mais il faudra aussi, pour qu'il y ait une fin à cette guerre, il faudrait aussi qu'il y ait la justice qui arrive, la justice au terme de punition, mais de restauration de la justice après la guerre. Et donc, ma dernière question à vous porterait sur l'avenir encore incertain. C'est toujours facile de spéculer sur l'avenir, mais je voudrais quand même savoir votre vision de l'avenir, parce que vous savez très bien, mieux que moi, que toute grande guerre, et ceci est une grande guerre au cœur de l'Europe, elle transforme le continent. Elle transforme pas seulement les pays qui ont participé directement à la guerre, mais aussi tout le système de sécurité et tout le système de rapport entre les pays.
Cette guerre va avoir la fin. Nous, les Ukrainiens, bien sûr, on espère que cette fin sera une victoire de l'Ukraine très claire et très juste aussi, c'est-à-dire que avec la restauration de tous les territoires ukrainiens, avec les punitions de l'agresseur, avec les contributions, etc. Comment est-ce qu'à votre avis, l'Europe va-t-elle changer après la fin de cette guerre? L'Europe elle-même, ça c'est une question intéressante. Pour ce qui est de la justice, je veux dire, évidemment, on la souhaite tous. Tout ce que je peux dire, c'est on verra. Parce que moi, je suis plutôt pessimiste. Personne ne va envahir la Russie. Si le régime actuel se perpétue d'une manière ou d'une autre, ben, ça restera un pays hostile, même si l'Ukraine libère l'intégrité de son territoire, mais il n'y aura pas de processus judiciaire. Si le régime s'effondre et qu'il est remplacé, on peut l'espérer, par quelque chose de mieux, de plus démocratique, par une autre forme de pouvoir en Russie, peut-être une autre même structuration du pays. Je pense que tout le monde sera trop occupé à essayer de soutenir le développement démocratique de la Russie pour s'inquiéter de la justice. Peut-être qu'il y aura des processus, mais ça me semble que ce ne sera pas la priorité non plus. Donc je ne pense pas qu'on aura une justice au sens où tous les Ukrainiens le souhaitent, où un jour il y aura Poutine ou des officiers supérieurs russes qui seront devant un tribunal et qui répondront comme à Nuremberg de leurs crimes, malheureusement. Après, il y a la question évidemment beaucoup plus pragmatique de qui va payer pour les destructions. Encore une fois, la Russie ne va pas mettre la main à la poche volontairement, mais c'est vrai qu'il y a des centaines de milliards d'assets russes bloqués à l'étranger. Et ça, je suis très très partisan de commencer les processus légaux nécessaires pour pouvoir non seulement bloquer, mais confisquer ces sommes afin de les donner à l'Ukraine pour payer pour la reconstruction. Si les 300 ou 400 milliards de fonds de la Banque centrale russe peuvent être donnés à l'Ukraine, ce serait fantastique. J'espère qu'on trouvera le moyen de mener ce processus. L'Europe elle-même, évidemment qu'elle va changer. L'Ukraine va intégrer l'Union européenne, ça c'est évident, tôt ou tard, on ne sait pas quand, mais c'est une quasi-certitude. Et donc l'Union européenne elle-même va être considérablement modifiée. L'Ukraine sera la première puissance militaire de l'Union européenne, loin devant la France, qui est aujourd'hui la première puissance militaire de l'Union européenne. L'Allemagne va renforcer sa position militaire aussi, donc on sera dans une Europe beaucoup plus militarisée, où là, l'Ukraine jouera un rôle considérable à l'intérieur de cette militarisation, puisqu'ils auront le poids de l'armement et le nombre d'hommes et l'expérience. Ils auront la première armée d'Europe, tout simplement. Ce qui feront qu'ils vont peser beaucoup à l'intérieur de l'Union européenne. Et que jusqu'aujourd'hui, depuis le Brexit, on a le binôme franco-allemand et le groupe des pays de l'Est qui font un peu le contrepoids. Là, la force et la puissance va passer beaucoup plus du côté de l'Est de l'Union européenne. Notamment, je pense qu'il y aura un binôme polono-ukrainien qui va se développer de manière très très forte, avec les Baltes aussi. Ils vont créer des choses entre eux pour contrebalancer l'Europe de l'Ouest. Donc toute la dynamique de l'Union européenne va en être complètement bouleversée. Et ensuite, on rentre dans vraiment les grands processus. Par exemple, une des grandes tragédies de cette guerre, pour moi, au-delà de la tragédie proprement ukrainienne, ce que souffre l'Ukraine et le peuple ukrainien, c'est que c'est une distraction au niveau global, à un moment où toute l'énergie de l'Occident et du reste du monde devrait être concentrée sur le réchauffement climatique, sur la transition écologique, sur des choses absolument cruciales pour que nous ayons même de l'eau à boire et de l'air à respirer et de la nourriture à manger dans 15 ans. Ce qui aujourd'hui n'est pas du tout sûr à la vitesse à laquelle vont les choses. Alors d'un côté, la guerre a forcé certains aspects de cette transition écologique. Le fait que l'Allemagne ait dû se couper du gaz russe et en grande partie du pétrole russe oblige mécaniquement à accélérer la transition écologique. Mais d'un autre côté, entre les désastres écologiques ici en Ukraine provoqués par l'agression et la simple distraction, on perd beaucoup de temps pour des choses beaucoup plus importantes. Je dirais que le fait de refaire des guerres comme au XXe siècle sur le territoire européen. Donc ça, c'est encore une chose qu'on peut mettre sur le dos des Russes. Non seulement ils martyrisent l'Ukraine, mais en plus, ils nous ramènent à une période historique et civilisationnelle qu'on espérait tous avoir dépassée en 1945, qu'on allait passer à autre chose. Et là, ils nous ramènent dedans, parce que Poutine est un homme du passé. C'est un homme complètement du passé.
alors qu'on devrait regarder vers l'avenir. L'Ukraine aura une grande chance, c'est que la reconstruction, évidemment, c'est beaucoup plus facile de reconstruire une ville écologique à partir de zéro que de modifier une ville existante. Et donc je pense que la guerre, l'Ukraine pourra être à la pointe technologique, je parle de la transition écologique une fois que cette guerre sera finie, que l'argent de la reconstruction pourra être attribué à des nouvelles solutions, pas reconstruire les mêmes villes soviétiques horribles avec les grands immeubles bars, les usines, enfin le système que vous connaissez mieux que moi, surtout à l'est du pays, qui est encore extrêmement soviétisé, mais peut-être de concevoir des nouveaux genres de villes, des nouveaux genres de vie pour les gens, qui permettront à l'Ukraine de devenir au contraire un des pays les plus en pointe sur ces questions-là, énergétiques, écologiques, sécurité alimentaire et ainsi de suite. Espérons donc il faudra voir. Espérons que cette vision optimiste, de voir une ville de Mariupol ou de Bakhmout qui ont été complètement rasées par l'artillerie russe se reconstruire un jour avec en plus les processus écologiques. On espère voir ça, on espère vivre suffisamment longtemps pour le voir. Et merci beaucoup Jonathan pour cet entretien, pour votre vision qui est extrêmement précieuse pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Jonathan Littell, écrivain franco-américain dont le roman Les Bienveillantes, publié en 2006, a reçu le prix Goncourt et le Grand Prix du roman de l'Académie française. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.